les bras m'en tombent, quoi. Voilà. Moi, je lisais une fois les mémoires de Messali Hadj, c'est l'un des pionniers du nationalisme algérien. Il est né en 1898 et il est mort en 1974. Et il est arrivé en France en 1919. Non, il est arrivé en 1918 parce qu'il était enrôlé dans la Première Guerre mondiale. Il a quasiment pas participé au combat, mais il était enrôlé, parce qu'à l'époque, les Algériens, comme ils étaient considérés, entre guillemets, on disait les Français nord-africains, ils n'étaient pas égaux en droit, hein, mais en devoir, ça il l'était, hein, ça c'est sûr. Donc, il raconte comment, quand il a fondé l'étoile nord-africaine en 1926, je crois que c'est en 1930 ou 31 si je dis pas bien, 1930, parce que c'était le centenaire de la colonisation française en Algérie. Il raconte dans ses mémoires, il est mort avant de pouvoir écrire, il a écrit en deux parties. Il a fait une partie 1898-1938, donc il avait 40 ans, et il est en train d'écrire la seconde partie 1938, il est mort en 1974, mais il est mort avant, il n'a pas pu finir. Donc il écrit qu'en 1930, la France célébrait la conquête en Algérie de façon, mais vraiment, et rabaissait la culture musulmane, c'était vraiment le décor, quoi. On faisait des reconstitutions de bataille à Alger, tu sais, devant, où il y avait tout le gratin colonial qui se déplaçait, qui venait, et les Algériens, on leur disait, oui, vas-y, fais genre, tu te fais tirer dessus, vas-y, fuis, l'arabe, viens par là, toi. C'était vraiment, mais, un grand moment d'humiliation pour les musulmans, pour les Algériens à l'époque. Et donc il raconte que dans son mouvement qu'il avait fondé, l'étoile nord-africaine, donc en 1930, ils avaient fait une réunion, il avait dit à ses militants qu'il leur réserverait une surprise. Et c'est la première fois que dans cette réunion, on a présenté le drapeau algérien. Et il a dit, maintenant, ça va être ça notre drapeau. On aura un drapeau nous aussi. Et la plupart des gens étaient vraiment bouleversés à ce moment-là, touchés, se sont dit, c'est à partir de là que le réveil nationaliste algérien a commencé. Et donc quand on regarde ça, et quand on voit ce que c'est devenu, moi c'est pour rigoler, je dis, le drapeau algérien c'est pas le blason du duché de Barbès, hein, c'est pas le blason du comté du Val-de-Marne, hein, voilà. Je vois pas quel est le besoin d'arborer son drapeau comme ça, je sais pas, quand tu regardes n'importe quel match de la Coupe du Monde ou de compétition sportive. Moi, je me rappelle, ça m'avait sidéré à l'époque, c'était aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin, en 2006, l'épreuve de curling, j'ai vu un drapeau algérien. Je crois pas qu'on fasse beaucoup de curling en Algérie, quoi. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est devenu un drapeau, malheureusement. Et les Algériens en Algérie, il y en a en France aussi quand même, faut pas non plus exagérer. Ils sont à des années-lumière de ça, ils disent, mais c'est n'importe quoi, vous nous faites honte, est-ce que vous vous rendez compte de l'image détestable et déplorable que vous donnez ? Là, c'est des beurs. Voilà, ils se sentent algériens, ils brandissent ce drapeau, One, two, three, viva l'Algérie. Alors, One, two, three, c'est en anglais, Viva, c'est espagnol, l'Algérie, c'est du franc-arabe, c'est ni du français ni de l'arabe. Et d'ailleurs, rendons hommage par exemple, au libre penseur, Salim Laibi, qui a fait une très très bonne vidéo, il a appelé, je crois, sur la folie de la Coupe du Monde, je sais pas si tu te souviens, il a fait une vidéo au moment de la Coupe du Monde, où il disait, les Algériens, mais vous êtes... C'est complètement surréaliste. Ah bah, l'histoire du match de foot, alors moi aussi j'avais fait un petit statut Facebook, je me suis fait troller. Il y avait au moins 500 coms ou 600 coms parce que justement, je critiquais un peu cet état d'esprit un peu trop démonstratif. Et puis, en plus, est-ce qu'au fond, en plus, on peut aussi interpréter ces démonstrations-là comme des démonstrations de nationalisme? C'est même pas du nationalisme, c'est du crétinisme. C'est n'importe quoi. Drapeau algérien, et quand ils vont au bled, ils se comportent, ils sont très peu aimés là-bas, et très peu aimés ici. Tu remarqueras que j'utilise un bel euphémisme. Voilà. Quand tu leur dis objectivement, mais est-ce que tu voudrais vivre alors en Algérie? La réponse est non. Quand tu les vois avec des drapeaux comme ça, peu importe le drapeau d'ailleurs, que ce soit, je sais pas, chilien, ça peut être péruvien, guatémaltèque, turc ou autre, vraiment quelqu'un tu vois avec un drapeau. Fêter une compétition, exprimer sa joie dans un match, c'est une chose. Par exemple, les Portugais, quand ils gagnent des matchs de foot, ils sont chauds aussi, les Portugais. Les Italiens, les Turcs aussi, je sais pas si tu te souviens. À l'Euro 2008 et l'Euro 12, on voyait des drapeaux turcs qui faisaient la fête dans la rue. Mais bon, faut dire le contexte historique, les relations avec la France ne sont pas les mêmes. Mais ces jeunes-là, même si le contexte avec la France n'est pas le même, il est très à vif, c'est pas une raison pour retourner des voitures, saccager des commerces. Ces gens, les propriétaires de ces biens-là, ils vous ont rien fait. Est-ce que célébrer un match de foot, ça passe par casser des voitures, par casser des magasins, par agresser des gens? C'est n'importe quoi. Quand on voit, tu te rappelles, lorsque le PSG, je crois, bon désolé, je parle de PSG ou QSG, Qatar Saint-Germain, on l'appelle comme on veut. Quand ils ont gagné le championnat en 2013, ils ont ravagé le Trocadéro comme pas possible. Qui les a forcés? Est-ce qu'on les a forcés? Est-ce que c'est des gens qui avaient des amulettes et qui leur ont fait, oui, c'est un complot, on va vous forcer à faire ça? Non, non. Les gens qui dégradent, qui se comportent comme des sauvages, sont responsables de leurs actes. S'ils ont fait ça,
C'est eux-mêmes qui l'ont voulu. Et donc lorsque le PSG avait gagné, pourquoi je prends le PSG? Parce qu'il y avait il y a plein de drapeaux algériens aussi, quoi, voilà. Donc, voilà. Le contexte dans lequel le drapeau algérien est né, la souffrance qui a été la leur pour le brandir et être libre, et la dégringolade qu'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire un drapeau de fort en gueule, de grande gueule, de vantard, One Total et voilà l'Algérie. C'est une catastrophe. Moi je pense que beaucoup d'Algériens qui ont vécu la colonisation, qui savent ce qu'ont été les souffrances qu'ils ont dû endurer pour vivre libre chez eux, lutter contre la dépersonnalisation inhérente à la colonisation, c'est-à-dire la dépossession de soi, de leur être, et quand ils voient ce que... Quand ils disent, on a fait tout ça pour ça, quoi. Enfin, j'exagère, mais... non, bah, ça me dépasse complètement, quoi. Voilà. C'est tout. Je vois, dans ce que je viens de dire, là, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extrême ou ce qui peut susciter la controverse. Ouais, bien sûr. Bah, comme c'est, voilà, ces réactions qu'on a vues après le match, là, où bon, les gens descendent, ils brûlent des voitures. J'ai une petite blague à ce propos, si tu veux bien. Voilà, c'est un ami algérien qui me l'a raconté, qui vit en Algérie. Il me disait, oui, alors c'est l'équipe d'Algérie se qualifie à la Coupe du Monde, hein. Donc ils sont à Alger, t'as des supporters, ils sont à Alger, ouais, ils sont contents, ils klaxonnent, ils brandissent des drapeaux, et puis tout d'un coup il y a un flic qui les arrête, paniqués, excédés, en colère, enfin il dit arrêtez-vous. Et donc ils se disent tiens, ouais, on s'arrête et tout. Il dit ouais, papier, ça va pas, non mais oh, c'est quoi ce scandale, c'est quoi ce boucan? Il leur dit qu'est-ce qu'on a fait? Il fait non mais vous croyez où? Et donc les passagers du véhicule leur disent aux policiers mais t'es pas au courant, on fait la fête, l'Algérie a gagné, elle s'est qualifiée à la Coupe du Monde. Il dit c'est quoi ça? Non mais ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce drapeau d'abord? Et les Algériens lui disent mais c'est le drapeau algérien. Et le flic leur dit vous croyez en France? C'est une blague qu'un ami algérien qui vit en Algérie m'a raconté. Hein. C'est pas une blague de je sais pas d'F de souche ou de ce que je sais pas quoi. Donc voilà, non, mais le drapeau algérien, c'est pas central hein, dans mon livre. Hein, voilà, non, c'est quelqu'un. Mais c'est pour rigoler. Mais ouais. Tout en restant sérieux. T'es taquin quand même là-dessus, quoi. Voilà. J'essaie d'être, voilà, 2 degrés. On essaie d'avoir deux registres de lecture. On peut faire passer des messages en étant très sérieux, très pointu. Et voilà, en faisant preuve d'humour, de dérision sur soi. Quoi, voilà. Non, c'est pour ça que de toute façon, je parlais de voix du milieu. C'est parce que je trouve que t'es assez juste. Ça va quand même. T'essayes d'avoir une voix où voilà, tu critiques l'attitude de certains, comment dire, qui vont en faire trop, voilà, selon toi, comme Zemmour ou quoi, des gens les gens qui, je supporte pas les gens qui prétendent être courageux en tapant sur l'islam. C'est faux, tout le monde tape sur l'islam. Voilà, taper sur l'islam au nom des droits de l'homme et de la République, il est à l'Académie française maintenant. Alors qu'il était SES, il est parrain d'Al-Iqra. Quel malhonnête, mais quel malhonnête, voilà, c'est tout. Et puis, taisez-vous, je l'ai condamné. Enfin bon, bref, voilà, c'est dire à quel point l'intellect français est tombé vraiment bas, quoi. Donc voilà, tu tapes sur ça, et puis tu tapes sur, on va dire, les racailles, les wesh, comme il les appelle derrière Boézie. Alors déjà, c'est pas lui qui les appelle comme ça. J'ai déjà entendu, c'est vrai que c'est pas son expression. Déjà, il faut dire d'où ça vient. En dialecte maghrébin, plus algérien, en fait, wesh, ça veut dire quoi? Quand on se salue entre personnes, on dit salam alaikum. Wesh la baisse, ça va. Wesh je dis, par exemple, on dit quoi de neuf? Et wesh, ça veut dire quoi? Et beaucoup de maghrébins à partir de l'adolescence, à partir des années 80, surtout 90, comme ils commençaient un peu à se sentir rejetés, bon, pour des raisons XY ou autres, on peut expliquer, c'est vrai, le racisme ça existe, hein, mais voilà, faut pas dire que c'est pas la France, c'est pas un pays raciste dans son ensemble, quoi. Voilà, faut être un peu honnête. Mais beaucoup de maghrébins, à partir du collège, ils développaient un petit sentiment communautaire, mais qui était ridicule là pour le coup. Ils se sentaient musulmans, mais juste pour le ramadan, pour montrer qu'on fait le ramadan, on se la raconte, pour montrer aux autres qu'on n'est pas comme vous. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et donc beaucoup, ils disaient « Salut, ouais, je la baisse !» Et donc mélanger le français et d'arabe, et pour montrer... Quand ils saluaient des Français, moi je voyais à l'école, au collège, quand ils saluaient comme ils disent, des babtous, ils disent « Salut, ça va ?» Mais entre maghrébins, entre potes rebeux, ils disent « Salut, ouais, je la baisse !» C'est pour ça, wesh, c'est pour ça, à force, à donner wesh, en fait. Donc parce qu'on utilise souvent le mot wesh, mais ce serait bien de dire d'où il vient, en fait. Voilà. Et puis c'est devenu une expression en banlieue, quoi. Wesh, voilà. Wesh, c'est dire quoi, en fait, dialecte maghrébin. C'est passé dans le dialecte français, on va dire. Beaucoup de mots d'argot français viennent de l'arabe, bien sûr. Il y a des mots argot qui viennent de très très vieux, comme je sais pas, bicrave, la chourave, daron, ça vient du 19e siècle. Moi je me rappelle une fois, quand j'étais au collège, on étudiait un extrait des Mystères de Paris d'Eugène Sue, c'est un roman que j'aime beaucoup. Et à un moment, on voit dans le texte, on voit daron. Et nous, on se dit, oh madame, oh là là, Eugène Sue parle comme une caïra. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et la prof dit, mais vous croyez que vous avez inventé quoi? Vous n'avez rien inventé, daron c'est vieux.
Bicrave, Chourave ou autre, je sais pas, c'est très très vieux. Mais l'argot français actuel, contemporain, il était enrichi par beaucoup d'emprunts à l'argot maghrébin et d'Afrique noire. Parce que Baptou, à la base, c'est Toubab. C'est Toubab, ça vient du Wolof, Toubab, ça veut dire blanc. Voilà, c'est pas péjoratif à la base, Toubab, mais Baptou, en verlan, et puis la façon dont certains disent Baptou, c'est un peu péjoratif. Le chip, là, comme ça, moi je le fais pas bien. Peut-être que ce sera mieux. Voilà, ces argots. Les Gouer, alors Gouer, ça vient de l'argot algérien, c'est ça? En fait, Gaouri, c'est le français, c'est ça? C'est en arabe, c'est le mot goy arabisé. D'accord. C'est ça, Gaouri. Gaouri. Et quand on dit Gouer, c'est au pluriel. Gaouri, c'est au singulier. Gouer, c'est au pluriel. En fait, en arabe, c'est Goy, c'est les juifs séfarades qui disaient Gouer pour les non-juifs. Parce que le Goy, c'est celui qui n'est pas juif. C'est un péjoratif, c'est celui qui n'est pas juif, tout simplement. Comme en arabe, par exemple, on dit l'Ajami, c'est celui qui n'est pas arabe. Tous les peuples, toujours, pour désigner l'autre, tous les autres, ils font un peu une espèce d'ensemble monolithique. Par exemple, les Grecs, on disait un barbare, c'est quelqu'un qui n'était pas grec. Il n'y a rien de péjoratif. Après, par la suite, ça a pu prendre un sens péjoratif. Mais pour Gaouri, beaucoup de Maghrébins, quand ils disent Gaouri, pour les Français, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont des Gaouri. Parce que c'est le mot goy, mais arabisé. Voilà, c'est un peu des messieurs Jourdain du Gaouri. C'est des Gaouri qui s'ignorent, on va dire. Alors, des Gaouri qui s'ignorent. Eh ben, écoute, je crois qu'on va faire c'est l'heure de la première pause. D'accord. Si mon négro est prêt à la régie, c'est bon. On fait la pause et on revient juste après. À tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Anis. Anis, voilà, donc ton livre Les galets dans la boue. Est-ce que je pourrais dire quelque chose sur le titre Oui. Alors, pourquoi le titre Galets dans la boue? En fait, c'est une métaphore. En fait, la boue, c'est la boue du nivellement par le bas, de la sous-culture américaine dans laquelle on évolue, du tout marchand. Et les galets, en fait, c'est les galets qui permettent de se repérer dans la boue, c'est les galets historiques et culturels des peuples, de tous les peuples quels qu'ils soient. C'est les galets qui permettent de se repérer dans la boue, dans cette boue vraiment du nivellement par le bas, du politiquement correct, de la flagornerie, du mensonge, et pour y échapper. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le titre, donc abécédaire, galets dans la boue. D'accord. Voilà. Alors justement, donc tu abordes tellement de sujets, mais comme je disais, il y a quand même une trame. Oui, voilà. Un peu où tu parles de la place, on va dire, des musulmans, et puis bon, des Français d'origine immigrée. T'en fais souvent référence en tout cas, non? Enfin, c'est la trame. C'est la problématique pour les musulmans, c'est comment, en étant racine dans les valeurs, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est quand même bon de le rappeler aussi parfois. C'est ça, parce que tu donnes beaucoup en plus, t'apportes vraiment, tu donnes des listes de savants, des gens, moi j'ai découvert plein de gens que je connaissais pas dans ton livre. Bah, moi, depuis tout petit en fait, après ça dépend de l'éducation de chacun, la transmission c'est fondamental. Et on voit aujourd'hui, avec l'éducation nationale, ce qu'elle fait aujourd'hui, qui essaie de casser à tout prix cette transmission pour faire de plus en plus de zombies. Alors on voit les gens là, pour je sais pas l'iPhone, le dernier iPhone qui va sortir, les gens sont capables de se planter une tente et de dormir des semaines et des semaines dehors pour être les premiers à acheter un truc comme ça quoi. Un mec comme ça c'est complètement bousillé, il n'y a plus rien, le pauvre c'est fini pour lui. Donc en fait, moi tout petit en fait, voilà, après c'est grâce à notre éducation de chacun, les parents ou les instituteurs ou tous les amis. Puis tout petit j'aimais lire. J'aimais beaucoup les bandes dessinées comme tout le monde. Hein. Et puis voilà, j'ai grandi comme je pense beaucoup de gens de notre génération, avec le Club Dorothée, les Minicums et voilà, toutes ces choses-là. Donc je suis pas né non plus avec avec un savoir ou je ne sais quoi. Mais puis tout petit j'aimais l'histoire. Et en fait, moi, j'ai grandi vraiment avec cette fascination. Moi, mes héros, quand j'étais petit, c'était les héros de la civilisation musulmane, ceux auxquels tu fais référence en fait dans mon livre. Moi, depuis tout petit, mes héros, c'était pas, je sais pas, comme pour certains, il y en a 9 ans, leur héros, je sais pas, c'est Caris, je sais pas, c'est Booba ou je ne sais qui d'autre, quoi. Donc, si quand on est... Un enfant, regardez, un enfant de 10 ans qui n'aura écouté que du rap, qui n'aura eu accès à rien d'autre. Pourquoi moi je critique des fois beaucoup le rap? Moi je suis pas le premier. Mathias Cardet l'a très bien fait, il a fait beaucoup mieux. Son livre est vraiment éloquent là-dessus. Quelqu'un qui n'ait accès qu'au rap. Ça dépend quel rap, non? Non mais qu'au rap. Parce que beaucoup, j'entends bien, je prétends pas être docteur en rap, rapologue. Hein, voilà, on va voter aussi à un mot. Voilà. Mais voilà.
quelqu'un qui n'aura eu accès qu'à ça. Pourquoi parce que pour les Maghrébins, les Noirs, certains quand on leur critique le rap, on dirait qu'on a un totem, une idole. Ça va pas ou quoi? Non mais oh. C'est pas sacré le rap quand même. C'est marrant ce que tu dis, parce que tu sais que certains rappeurs américains érigent le rap au rang de religion. Ah bah c'est leur problème. Je grand bien leur face qu'ils la gardent. Moi c'est pas la mienne. Ils disent le rap est une religion. Les rappeurs sont les prêcheurs et les textes sont les prières. Voilà, les mots sont vidés de leur sens. Si les rappeurs sont des prêcheurs et les textes de rap sont des prières, c'est fini là. Tu veux qu'on aille encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Il n'y a plus rien. Donc ce que je disais en fait, quelqu'un tout petit, allez, jusqu'à 12 ans, on prend le cas de 2 enfants. Quelqu'un qui n'aurait eu accès qu'au rap. On va prendre un Français d'origine, on va dire maghrébine ou africaine. Il n'a pas trop accès, souvent l'immigration en France, des maghrébins et des africains, c'était des gens assez illettrés quand même. Qui venaient vraiment de l'exode rural, vraiment, des gens vraiment très très peu qualifiés. Donc ce petit garçon, il n'a pas eu accès vraiment à sa culture d'origine, c'est pas trop d'où il vient, et il va pas vers la culture française parce qu'il n'aura écouté que du rap. Et quelqu'un d'autre, un enfant du même âge, français de souche on va dire, ou même français de quelle que soit l'origine, qui écoutait du rap, mais qui écoute un peu autre chose, qui fait un peu de musique classique, qui lit des livres, des BD. Quand on va 10-12 ans, on prend les deux, la façon dont ils s'expriment, il n'y a pas photo. Il y en a 10-12 ans, ils adoptent le langage, les mimiques, la gestuelle. Moi je me rappelle, j'avais... c'est très révélateur ce que je veux dire, je prends un exemple personnel. En fait, quand j'étais au tout début de mes études, je travaillais en tant qu'animateur avec je faisais de l'aide aux devoirs, du soutien scolaire pour des enfants dans les écoles, je faisais de l'animation aussi. Et une fois, je faisais un jeu avec des enfants, ils étaient en CP1. Non, CE1, donc ils avaient 7-8 ans. On joue aux gendarmes et aux voleurs. Tu connais ce jeu, les gendarmes et aux voleurs, voilà, il y en a qui sont les voleurs, les autres, les flics, ils les arrêtent et tout. Donc quand on est petit, normalement quand on est enfant, sur le plan symbolique, sur le plan de la représentation, c'est fondamental. Quand on est enfant, on a envie d'être policier, on a envie d'arrêter, entre guillemets, comme on dit avec le langage enfantin, on a envie d'arrêter les méchants, on a envie de protéger la veuve et l'orphelin. On dit pas quand je suis petit, ouais, j'ai envie de vendre de la drogue, à 6 ans on dit pas ouais, je vais buter, je vais braquer je vais faire Jack Mess ou je sais pas quoi. Et ces gosses-là, c'était dans une école vraiment ZEP, quoi, le ZEP de chez ZEP. Et assez, je fais oui, bon, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs, les enfants. Qui a envie d'être les gendarmes? À l'unanimité, tous les gosses m'ont dit que la police, baisse les keufs, blabla. À 7-8 ans. Je dis, mais tu es sérieux? Ils entendent les grands ce qu'ils leur disent. Et attends, à 7-8 ans, t'as fait quoi? Ils ont eu des contrôles d'identité à 7-8 ans. On peut penser ce qu'on veut de la police en France. Je dis pas qu'elle est parfaite. Comme tout, il y en a qui font des erreurs. Il y a des gens très bien dans la police aussi. C'est pas eux qui sont responsables de la situation de la France. Ils en ont ras-le-bol, ils ont un boulot de merde. Mais ceci étant dit, c'est pas une raison pour qu'ils fassent preuve de tant de zèle envers les membres de la Manif pour tous ou des militants qui manifestent pour le soutien à Gaza. Bon, parenthèse fermée. Mais voilà, les enfants depuis tout petit, à 7-8 ans, ils me disent oh, j'ai pas envie d'être gendarme, j'ai envie d'être voleur, on va faire de la bicrave, go fast, blablabla. Je t'assure, je n'invente rien. Donc si à 7-8 ans, ils sont déjà comme ça, c'est qu'en amont, ils ont été, mais c'est même plus un bruit, ils ont été noyés dans le rap là. C'est ça que je veux dire. Encore une fois, si il y a des gens qui veulent écouter du rap pour eux, bon allez, c'est après tout, si il y a certainement un rap, on va dire, respectable. Mais ce que je dénonce, je suis pas le seul, c'est le message qui est sous-tendu derrière, c'est pas ton cas toi. C'est que pour les Maghrébins et les Noirs, c'est votre vocation, c'est que le rap. Pour les Noirs, je sais pas, je suis pas noir, moi je suis d'origine maghrébine, on a un background culturel quand même. On a un arrière-fond, on a des héros, on a des mythes fondateurs aussi. Et dans la culture française, il y a des mythes fondateurs, il y a des choses éminemment respectables. Enfin, excuse-moi, se priver de, je sais pas, de Marcel Aimé, se priver de, je sais pas, de Balzac, se priver de Bernardin de Saint-Pierre, de qui tu veux, faut pas déconner. Non, c'est dommage pour ceux qui en privent. Parce que, pourquoi aussi ils n'ont pas accès à ça? Parce qu'on fait tout en amont pour qu'ils n'aient pas accès à cela. Merci l'éducation nationale, merci mai 68. Voilà. Donc en fait c'est ça que je critique moi pour le rap, c'est pour les Maghrébins et les Noirs, pourquoi vous ne faites que ça? Vous voyez pas ailleurs, vous élargissez pas votre horizon culturel et mental. Vous faites tout pour rester dans ce ghetto. Alors certes il y a eu des pièges, certes on vous a mis plein de bâtons dans les roues, mais vous faites tout pour vous y plonger allègrement en fait. Et est-ce que tu es d'accord que le fait que, si tu veux, il y a une espèce de reproduction des élites, mais il y a aussi justement une reproduction du bas peuple, parce qu'en fait, à force de l'enfermer, de s'enfermer comme ça, la preuve, tu cherches pas à t'élever. La preuve avec mon exemple, c'est un exemple, ça pourrait être anodin, mais il est vraiment révélateur, je trouve. Avec des enfants de 7-8 ans, la reproduction. À 7-8 ans, ils disent nique la police, baise les keufs, on fait de la bicrave. Non, go fast. Il m'a dit go fast à 8 ans, le gars.
Mais ça va. Il n'avait pas de vélo, quoi. Non, mais voilà, même pas la trottinette. Après manger le petit suisse correctement, après on en reparle. Je veux dire, bon voilà, c'est ça en fait qui est vraiment déplorable. Donc, plus le temps passe, c'est ce qu'on disait, ceux de la génération des années 50, 60, 1910, il y avait déjà des difficultés. On voyait déjà les dernières barres d'immeubles HLM en France, elles ont été construites en 73. Après, ils n'ont plus reconstruit de barres HLM. Ils se rendaient compte à l'époque que c'était horrible ce qu'ils avaient fait. Ils avaient défiguré la France, quoi. Quand on pense à ce que c'est que l'île de France, ça veut dire ce que ça veut dire, île de France. C'est le domaine royal du Capet. Quand tu vois Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, c'est là que sont enterrés les rois de France. Et à côté, t'en as, ils vendent du crack, quoi. Donc, c'est vraiment... voilà. Donc oui, il y a une reproduction des élites, et une reproduction du bas peuple. Contrairement à ce que l'éducation nationale, le système veut nous faire croire que c'est la méritocratie, qu'on est dans un régime, il n'y a pas de népotisme, l'affaire Jean Sarkozy et l'EHPAD est bien évidemment là pour nous le prouver. Enfin, voilà, on peut multiplier les exemples, Thomas Fabius aussi, ses frasques, voilà, encore récemment, là, on a... Bon, voilà, on n'a pas envie de tirer dans une ambulance, mais ils l'ont vraiment cherché. Thomas Thévenoud, j'ai de la phobie administrative. On l'a tous, la phobie administrative. Ça fait plaisir à personne de vouloir remplir ses papiers, faire ses déclarations d'impôts, comme pour tout le monde, c'est un casse-tête. Il oublie de payer aussi, la phobie. Il oublie de payer, je sais pas, son kiné, ce truc. Mais vraiment des gens petits. Normalement, on se dit, quand des gens vraiment aisés, au contraire, ils sont en général, enfin, c'est ça l'image qu'on a, quelqu'un vraiment d'aisé, mais qui va pas étaler sa richesse. Il va plutôt être sobre en général. Il sait ce que c'est que l'argent, il sait d'où ça vient normalement. Il paye argent compte, enfin il paye en temps et en heure normalement. Alors oui, payer, dans ce cas, on a tous de la phobie administrative. Refaire sa carte d'identité, c'est chiant. Refaire son passeport, c'est chiant. Faut faire la queue. Et oui, faut faire la queue. Faut prendre le ticket, aller s'asseoir, attendre que la dame t'appelle. Souvent, elle n'est pas aimable parce qu'elle n'est pas hyper bien payée et qu'elle fait ça toute la journée. Oui, alors c'est le même cas pour tout le monde, quoi. Donc oui, reproduction des élites, reproduction. Des schémas dans les banlieues, quoi. Voilà, dans les banlieues, on a l'impression, si tu veux, en plus, alors, justement, je vais faire la transition avec aussi un point que tu abordes dans ton livre, c'est-à-dire que, justement, le fait que les choses restent figées comme ça, toi, tu parles à un moment donné, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, tu parles des musulmans, et tu dis que beaucoup de musulmans pensent que l'islam étant tellement parfait, qu'eux-mêmes sont parfaits, et qu'ils ne cherchent jamais le moyen de se perfectionner, pour le coup. De s'améliorer. En fait, c'est dans mon article sur Malek Benabi. Voilà. En fait, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué. Alors, Malek Benabi, vocation de l'islam. Voilà. En fait, Malek Benabi, c'est un penseur algérien qui est né en 1905 et qui est mort en 1973. Et il est passé à la postérité, on lui doit d'avoir forgé le concept de colonisabilité. Colonisabilité, voilà, exactement. Parce que c'est un mot qui revient souvent sur Internet, et souvent on lui rend pas hommage, on rend pas à César ce qui est à César. Le mot colonisabilité, c'est Malek Benabi qui l'a forgé. Et c'est deux ouvrages vraiment que j'encourage, en priorité vraiment les musulmans, quoi. Lisez pour une fois, enfin... si, franchement, lisez. C'est pas difficile quand même. Donc, dans deux ouvrages, Vocation de l'islam et Le problème des idées dans le monde musulman, c'est deux ouvrages vraiment que je recommande, pas forcément les musulmans, tout un chacun. On peut faire ce même schéma pour la France envers la culture américaine. En fait, la colonisabilité, ça désigne l'État, un État mental, conjoncturel, mais qui peut très vite pas devenir structurel, mais presque, d'un peuple qui aurait perdu de sa vigueur intellectuelle, économique, militaire, mais surtout vigueur intellectuelle, qui n'est plus capable de produire quelque chose. Et cette carence en matière de vigueur intellectuelle, elle agit comme un appel de phare. En fait, c'est le signal du déclin. Elle agit comme un appel de phare envers un ennemi extérieur. Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. En fait, c'est ça qu'on appelle la colonisabilité. Et en fait, ce que dit Malek Benabi, c'est que lui, c'est quelqu'un qui a fait ses études en français, parce que comme beaucoup, il a connu la grande partie de sa vie, il a connu cette période coloniale. Il est mort en 73, c'est-à-dire qu'il a vécu que 11 ans dans l'Algérie indépendante. En fait, ce qu'il disait, c'est que lui, il a vraiment fait un effort. C'est vraiment, il faut lui rendre hommage à cet homme-là. C'est fondamentalement injuste, c'est parce qu'on privait les gens de leur culture d'origine, on les dépouille de leur... C'est la République, vraiment, la Troisième République, mais qui imposait de force la culture française, là pour le coup, en Algérie, en essayant de détruire le patrimoine culturel, spirituel du peuple algérien. Donc Malek Benabi, qu'est-ce qu'il voulait? Il disait à terme, je veux pouvoir vraiment me battre pour mon peuple, et me battre intellectuellement surtout. Parce que c'est la mère des batailles, la lutte idéologique, la lutte intellectuelle. En fait, lui, ce qu'il voulait à terme, c'est être capable vraiment d'écrire tout de A à Z en arabe. Ses premiers ouvrages, il les avait écrits en français. Il avait fait un peu d'études en arabe, dans l'éducation basique, mais toute sa vie, il n'aura eu de cesse que de se perfectionner, de s'améliorer, de se réapproprier son moi culturel. Et puis ce qu'il disait, c'est que si à terme on se bat pour notre indépendance, c'est pour après être totalement autonome et indépendant. Mais
il n'a pu s'empêcher de faire un constat amer, c'est qu'il écrivait tous ses ouvrages, à la fin, toutes ses conférences et ses cours, ses séminaires, il les faisait en arabe. Mais il y avait une chose de très très juste, qui est vraiment d'actualité, il disait, on a gagné la guerre sur le plan, on va dire, comme ça, militaire, on a acquis notre indépendance, on a fait partir on a chassé le colonialisme, mais la lutte sur le plan de la colonisabilité, on l'a perdu. On l'a perdu. Parce que jusqu'à maintenant, les Algériens en France sont toujours un peu, pas tous, hein, on va dire un peu fascinés par la France, le Maghreb en général d'ailleurs, mais l'Algérie un peu plus parce que c'est mais l'Algérie, est-ce que c'est pas particulier, est-ce que l'identité algérienne c'est pas bâtie contre l'identité française? Ça c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu réducteur de dire ça. C'est beaucoup de gens qui, en fait, un truc aussi qui m'agace beaucoup, c'est que beaucoup de Français, notamment ceux d'origine, enfin pieds noirs ou autres, mais un peu la propagande coloniale dit que oui, l'Algérie c'était pas un pays, ça n'existait pas. L'Algérie dans ses frontières actuelles n'existait pas, dans ses frontières comme ça. Mais lorsque les Français sont arrivés, il y avait ce qu'on appelait les régences ottomanes. C'était des dépendances de l'Empire ottoman. Donc il y avait la régence d'Alger, à sa tête il y avait le Dey d'Alger, Dey c'est un mot turc, il y avait le Bey de Constantine, donc à l'est, et il y avait le Bey d'Oran. Donc c'était 3 États semi-autonomes. En fait, la marque de pouvoir en terre d'islam, c'est la monnaie et le nom du souverain dont on va parler au moment du sermon de la prière du vendredi. Donc ces 3 États-là, à Alger, Constantine et Tunis, ils avaient la monnaie turque, ils savaient que c'était le sultan ottoman qui était leur chef, on va dire, suprême. Enfin, pas chef suprême, mais vraiment leur chef d'État lointain. En fait, ils étaient un peu vassaux de l'Empire ottoman, de ce qu'on appelle la Sublime Porte. La Sublime Porte, c'est le surnom qu'on donne au gouvernement impérial ottoman à Istanbul. Donc, ces États reconnaissaient l'autorité, la suzeraineté du sultan à Istanbul, mais ces États avaient une diplomatie qui leur était propre, ils avaient un drapeau qui leur était propre, et ils avaient aussi une monnaie. Il y avait la monnaie turque qui circulait, mais leur monnaie locale qui circulait. Et dans les sermons, lors des prières du vendredi, ils disaient oui, Dieu, bénis-nous, enfin, les prières qu'on dit d'habitude tout à la fin pour clore la prière. Ils disaient protège le souverain, et protège aussi notre souverain ici localement. Qu'est-ce qui a déclenché, on oublie de le rappeler ça, la conquête de l'Algérie? Parce que sous le Directoire, la régence d'Alger avait vendu des quantités énormes de blé à la France, au Directoire. Et ça n'avait jamais été payé. Et ça avait traîné. C'est l'ambassadeur. Et le Dey avait engagé sa fortune personnelle. Et si le Dey d'Alger avait vendu, il avait des relations commerciales avec la France, c'est bien la preuve que c'était un État qui avait une quasi-souveraineté. Elle était vraiment largement autonome de la porte. Donc dire l'Algérie n'existait pas dans ses frontières actuelles, oui, mais dire qu'il n'y avait rien, qu'il n'y avait pas d'État, pas de peuple, pas de structure, c'est mensonger, malhonnête et totalement faux, il faut le dénoncer. Non mais l'identité algérienne, c'est-à-dire telle que... Est-ce que finalement même ce nationalisme algérien très exacerbé aujourd'hui, c'est pas la réaction d'un nationalisme français qui, dans son temps aussi, était pour les Algériens exacerbés? Je terminerai juste. Donc, après, le Dey, il avait réclamé que la dette soit payée, et en 1827, le consul de France à Alger, il a eu une audience auprès du Dey. Ça s'est très mal passé. Le consul du Danemark était présent à ce moment-là. Le consul du Danemark, il est chrétien, lui, on ne voit pas pourquoi il serait pour les musulmans, mais même lui, il le dit. Le consul français, Deval il s'appelait, qui n'était pas du tout aimé par Charles X à l'époque, la monarchie française, il n'aimait pas du tout, c'était un peu entre guillemets un pourri, on pourrait appeler ça un pourri. Et en fait, il avait parlé vraiment de façon irrespectueuse au Dey, et le Dey, comme c'était l'été, il faisait très chaud, c'était arrivé en avril 1827, et avril à Alger, il commence déjà à faire très chaud. Donc il avait un éventail sur lui, un chasse-mouche, et pour congédier le consul, il a un peu, on va dire, souffleté au visage. En gros, sort de là, dégage. Parce qu'il avait mal parlé, il avait manqué de respect devant toute sa cour. Et pour le souverain, te faire insulter devant toute ta cour, voilà. Je sais pas, imaginons qu'à l'époque, sous Louis XIV, l'ambassadeur d'Autriche ou l'ambassadeur d'Angleterre, il lui parle mal devant toute la cour. Est-ce que Louis XIV aurait laissé passer cela? Non. Donc le Dey d'Alger a congédié le consul. Avec un soufflet dans le coup d'éventail, quoi, le tape-mouche. Et c'est ça qui était prétexte pour l'intervention. Mais en fait, elle s'est servie de plans qui ont été tracés par un espion de Napoléon en 1808. Parce que ça remonte à très loin, ça. C'est pas la première fois que la France a essayé de s'établir en Alger, on disait à l'époque. Tu es au courant du fameux hold-up aussi d'Alger? Le hold-up d'Alger? Non. Que suite, alors ça c'est marrant, il y a un livre là-dessus, suite à cette intervention justement française à Alger, en fait on s'accapare un trésor. Ah non, ça d'accord, oui, non j'ai pas compris, excuse-moi. Ouais. Oui, le trésor du Dey, le trésor du Dey qui était fabuleux. À ce qui paraît, parce que on n'a plus vu de traces. Ah plus.
Hein, avec un certain Célière, baron Célière, qui est à la tête de l'expédition. Qui est-ce? Je sais pas. Non, voilà. Asseyez-vous. Mais pour revenir à l'identité algérienne, l'identité... En fait, si les Français ont rencontré une telle résistance, la conquête de la dernière ville au sud d'Algérie s'appelle Tamanrasset, a été conquise en 1902. En fait, donc la France a tracé les frontières actuelles, mais vraiment c'était avec l'émir Abdelkader notamment, le bey de Constantine, Ahmed Bey de Constantine, le cheikh Bouamama, la révolte de Kabylie de 1871, vraiment, c'était vraiment une guerre, mais... Puis les Français, c'est pas les Français, mais l'armée française, vraiment, il parlait de main morte, quoi. À la fin, c'était la politique du sabre avec le général Bugeaud à partir de 1840, c'est raser les champs, raser moi, les j'ai entendu montagnes, qu'il a fallu détruire les éliminer vestiges. 30% de la population algérienne pour arriver à la Ce qu'on appelle, ce sont des chiffres et des faits objectifs. Il ne s'agit pas de dire c'est vous les Français d'aujourd'hui qui êtes responsables. Non, on parle des faits. C'est tout. C'est triste, mais malheureux vaincu. C'est comme ça. Comme les pays musulmans stagnaient au niveau de la puissance économique et militaire, tous sans exception, à partir du 19e siècle, ils ont subi la déferlante européenne. Voilà, donc oui, la population algérienne dans l'Algérie actuelle, c'était un peu plus de 3 millions d'habitants. Après 1860, dans le milieu des années 1870, elle est passée à moins d'1 million. Elle était aux environs de 800 000. Donc c'était pas que les morts, les destructions, la famine. Et une des particularités des conquêtes coloniales, c'est qu'elles sont faites très souvent, très rapidement, elles sont faites avec des troupes recrutées localement. Localement, tout à fait. Ça, c'est un exemple de colonisabilité. Tout à fait, ouais. Les Zouaves, notamment. Le corps des Zouaves qui est créé dès 1831. La conquête a à peine commencé qu'il y a déjà des gens qui se vendent, entre guillemets, contre leurs frères. Qui sont prêts à se battre pour les Français contre leurs frères. Ça, c'est de tout temps. Ça, c'est dans toutes les cultures, dans toutes les... C'est pour ça que la colonisation, d'ailleurs, a pu se faire rapidement en Afrique. Quand on dit l'Afrique, c'est parce que c'était des troupes africaines. Les officiers étaient européens. Voilà. Pour les Français, pour les Anglais, en Inde, ils avaient les cipayes. C'était des troupes locales. Voilà. Donc, il y avait une identité algérienne créée, mais comme elle était menacée de disparition, vraiment, c'est pas du tout pour exagérer. C'est normal qu'en face, ils ont développé un discours, un renforcement en opposition au colonialisme français qui les menaçait. Donc il est normal qu'en face, les nationalistes algériens, petit à petit, ont développé quelque chose. C'était la vie ou la mort, là. C'était pas de quartier. Donc voilà. Donc souvent, il y a la propagande de gauche qui dit « Oui, les colonisés se sont servis des idéaux de droits de l'homme pour réclamer leur liberté. » Excusez-moi, pour le cas de l'Algérie, en 1931, donc après le centenaire qui célébrait la conquête de l'Algérie, a été fondée en Algérie l'association des oulémas musulmans d'Alger. Quasiment tous les nationalistes algériens, membres du FLN et après de l'ALN, sont passés par cette association. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur classe, ils allaient à l'école, c'est un réseau d'écoles dans toute l'Algérie, fondé par le cheikh Abdelhamid Ibn Badis. Je le dis volontairement en français pour que les gens comprennent. C'est lui qui a créé cette structure de plein d'écoles, pour revivifier le savoir algérien, la langue arabe, le Coran, parce qu'une fois il y avait un fonctionnaire, ce pauvre Ibn Badis, il avait une fois rencontré un membre du Front Populaire, que le Front Populaire venait d'être élu, et lui il leur avait dit, il faisait un peu, bon allez, l'arabe là, on va être gentil avec toi, allez, dis-moi tes doléances. En gros, Ibn Badis lui a dit, dans l'Algérie vous nous promettez de l'amélioration, quelle va être la place de l'islam, est-ce que vous allez nous donner un peu plus de droits, vous allez moins nous persécuter, le Coran? Il lui a répondu, vous voulez ressusciter le Coran? Nous on veut l'enterrer. Et cet homme-là, j'ai oublié son nom, mais il est membre du Front Populaire. Hein. Il est soi-disant de gauche. C'est la République, là, enfin la Troisième République, quand elle veut dézinguer, détruire tout. Et donc, après Abdelhamid Ibn Badis, la devise de l'association des oulémas d'Alger, c'était, je vais le dire en arabe, après je vais traduire, Al-Islam dinuna, al-Arabiyya luratuna, al-Jazair watanuna, ce qui signifie l'islam est ma religion, l'arabe ma langue, l'Algérie ma patrie. Aucune référence à 1789 là-dedans. Donc, c'est un peu ça le défaut de l'ethnocentrisme occidental, c'est de toujours voir chez les autres, même quand ils vous ont vaincu, oui mais c'est grâce à nos idéaux qu'on leur a donné qu'ils ont pu nous battre. Non, ils ont puisé eux-mêmes dans leur trésor culturel, dans leurs ressources, pour les chasser. Donc voilà, il n'y a aucune référence à 1789 dans la lutte idéologique du peuple algérien, à partir des années 30. Mais alors donc, dans ce cas, toi parce qu'on a l'impression que si tu veux, l'Algérie, elle a un rapport... très... Je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Voilà, je t'aime moi non plus. C'est ce que dit Malek Benabi. On a perdu sur le plan de la colonisabilité. Et les généraux algériens là qui sont actuellement, c'est tout ce qu'on appelle en langage codé des Algériens, et ça, même les Français disent, ça s'appelle les DAF. J'invite les gens après à l'approfondir parce que ce serait trop long et je ne suis pas non plus. Ouais. DAF, c'est-à-dire déserteurs armés françaises. Parce qu'en Algérie, il y avait pendant la guerre d'Algérie les combattants de l'intérieur et ce qu'on appelle l'armée des frontières, ceux qui étaient à la frontière tunisienne et surtout ceux à la frontière marocaine. Ouais. Et après, la France a commencé à faire infiltrer
l'armée des frontières avec des gens qu'elle avait, des tirailleurs qu'elle avait. Il y en a qui, je pense, savent très bien de quoi je parle. Donc après 62, cette lutte de clans entre l'armée de l'intérieur et l'armée des frontières, l'armée de l'intérieur, elle reconnaissait la primauté du politique sur le militaire. Les gens de l'armée des frontières qui s'étaient battus côté français disent non, c'est parce qu'ils étaient plus nombreux. Quand l'Algérie est devenue un peu dépendante en 62, il y a une lutte de pouvoir. Après, dès 62, il y a eu des troubles en Algérie. Boumedienne a pris le pouvoir en 65. Contre Boudia, un peu, c'est ça? Non, c'était Ben Bella, à l'époque. D'accord. Et oui, Boudia on sait qu'il a assassiné, hein, c'est pas, comme par hasard, c'est un islamiste, soi-disant, on nous disait. Donc voilà, oui, les généraux algériens, ils ont fait la guerre d'Algérie, mais côté français. Les grands, je parle, hein, pas ceux qu'on voyait qui ont... On parle des guerres d'Algérie, mais la guerre civile algérienne dans les années 90, il n'y a pas besoin de l'armée française pour tuer des Algériens. L'armée algérienne l'a très bien fait d'elle-même. Ouais. Je pense qu'il y a plein d'Algériens qui savent très bien et qui ne sont pas dupes. Voilà. Et ils savent très bien eux-mêmes que, souvent, dans les médias algériens, quand ils relancent un peu le débat sur la France, blablabla, les Algériens quotidiens, ils s'en fichent, ils sont loin de tout ça. Ils disent, écoutez, ça fait 50 ans qu'on est indépendant, c'est bon, on aurait pu, on était un pays plein d'espoir, plein de promesses. Si on en est là, c'est pas à cause des Français. C'est le pouvoir, c'est la gabegie, c'est la corruption, c'est vous. Il faut se regarder en face au bout d'un moment. On peut pas reprocher tout le temps à l'autre d'être responsable de ses propres échecs. L'Algérie, c'est 4 fois la France. C'est maintenant, depuis que le Soudan, la partition a été faite au Sud-Soudan, c'est le plus grand pays d'Afrique maintenant. C'était le deuxième pays d'Afrique après le Soudan, mais depuis que le Sud-Soudan de Darfour, merci BHL, a été coupé, c'est le premier pays d'Afrique. C'est le 10e pays du monde en superficie. 3000 km de côte. Des forêts, des lacs, des rivières, divers paysages exceptionnels, du pétrole, du gaz. Je veux dire, il y a plein de pays qui sont bien moins lotis, bien moins dotés en ressources naturelles et qui arrivent à faire mieux. Je sais pas, le Japon par exemple. Le Japon, c'est un pays qui est très très pauvre en ressources naturelles. Pourtant, c'est une société malade actuellement, mais quand même au niveau économique, c'est un pays très performant. Ça, on le voit. Corée du Sud, voilà, t'as plein d'autres pays. Donc les Algériens ne sont pas dupes, ils savent que l'État algérien, il aime flatter un peu leur penchant nationaliste, mais non, ils disent non, ça prend pas. Si, pour faire oublier des petits trucs, ils aiment bien raviver des fois chez eux un peu les démons du passé. D'ailleurs, je savais pas que alors j'avais lu que tu dis que le logo de la Sonatrach, donc la société Société nationale des transports d'hydrocarbures Sonatrach, c'est la société algérienne, la Société nationale d'hydrocarbures. C'est l'une des plus grosses sociétés d'Afrique. Ouais. C'est le fleuron de l'économie algérienne, parce que l'économie algérienne repose que sur les exportations d'hydrocarbures. Et le logo a été fait par Ciné, le dessinateur de Charlie Hebdo. C'est une blague, j'ai cru. Pour rigoler, j'ai dit, même dans l'Algérie indépendante, Ciné est une référence sine qua non. Même une référence française est une référence sine qua non dans l'Algérie indépendante, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'à l'époque, c'était Jacques Vergès et Ciné étaient très amis. Parce que Jacques Vergès, on le connaît, il est mort maintenant, qui s'est beaucoup impliqué dans la défense. Donc Jamila Bouhired, qu'il avait défendu, qu'il avait épousé par la suite. Ouais. Et il avait amené Ciné. Là aussi, on voit le mensonge gauchiste, parce que Ciné, pour ceux qui le connaissent, il en tient une couche. Lui, il soutenait anticolonialisme, blablabla, et il allait sur place à Alger. Il s'est dit, on va collaborer un journal de dessin de caricature, tiers-mondiste, révolutionnaire. Là, il s'est rendu compte que la culture gauchiste, ça n'a pas pris en Algérie. Son journal, il a très très vite, il a dit je me barre, parce qu'il voulait tout le temps faire des dessins vulgaires, en dessous de la ceinture à des pâquerettes. On a des scènes, il racontait dans le film de Barbet Schroeder, L'avocat de la terreur. C'est un film d'entretien avec Jacques Vergès, je sais pas si tu connais, ça s'appelle L'avocat de la terreur. On voit Jacques Vergès comme ça sur l'affiche, qui mime d'être menotté. Petite anecdote, dans ce film, au moment où on lui dit oui, à la question, on me demande est-ce que vous défendriez Hitler? Mais je défendrais même Bush. Voilà, pour lui, il répond, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc dans ce film, il raconte Ciné, ah là là, dis donc, j'ai vu la culture algérienne, moi je pensais que je pouvais rigoler, déconner, on est révolutionnaire, tiers-mondiste, blablabla. Je peux pas parler de sexe tout le temps, je peux pas nani nanana. Bah non, là-bas ils sont musulmans, c'est une autre culture. Patrick Sébastien tournait les serviettes, non, ça marche pas là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que souvent les gauchistes, ils n'arrivent pas à se représenter le réel tel qu'il est. Ils s'imaginent que le gauchisme, la transgression des normes, des valeurs, si ça a pris en Occident, malheureusement pour les Occidentaux, ça va forcément prendre en Orient. C'est en train d'être le cas aujourd'hui de plus en plus, puisque le consumérisme, la marchandisation des rapports, ça gagne aussi les autres pays du monde. Mais, si on a un exemple éloquent de petite bisbille entre Ciné,
dans son journal qu'il voulait transgresser, il se croyait en France, et il a vu qu'en Algérie, très très bien, on lui a dit non mais tu pourras plus publier, non, ils n'ont pas arrêté de le censurer, il a fermé son journal et il est retourné en France après. Ouais, non. Voilà. Bon. Ça c'est la leçon. Ouais, on me dit t'as pas vu ce doc, bah non, je suis désolé, je l'ai pas vu, et malheureusement je peux pas tout voir. Tout ça, oui. Soyez gentil quand même. Alors on me dit aussi, c'est vrai, un peu hors sujet, mais peut-être pas tant que ça, on en profite pour te demander la différence entre les sunnites et les chiites.